C'est un grand plaisir de vous accueillir à la troisième conférence dédiée à la mémoire de Daniel Farrugia. Van harte welkom aan de Universiteit Gent. So a warm welcome to this lecture on behalf of the Society for Western Armenian Studies and the University of Ghent. I think I will just be mixing all three languages for the occasion. Many of you are rather English speaking, but the lecturer of tonight is French speaking. So many thanks for being here. It's a great pleasure to welcome you here in Ghent. Je crois que vous savez déjà, le bâtiment dans lequel que nous sommes était déjà là quand Farrugia était étudiant à Gand, et on est en train de le rénover, donc ça va reprendre un peu l'allure qu'il avait quand Farrugia était ici il y a plus qu'un siècle. After two papers which were more focused on literature, on the literary output of Farrugia himself and his environment, for this instance we have decided to shift more to a historical topic, and to that end we have invited Dr. Anush Kunt, who is a researcher at the CNRS, the Centre National de Recherche Scientifique, and at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Elle est spécialiste, elle travaille sur les violences d'État, sur les migrations, la construction de mémoire, et elle a fait notamment écrit sa thèse sur les communautés des exilés arméniens à Paris, and her thesis was published, I think, in 2016, the exil arménien du Caucase à Paris. And tonight she will be talking on genocide and migration from the public archive to the individual experience of persecution. Before I give her the floor, Grigor Moskovyan of the Society of Western Armenian Studies, who is his person and the society is the real heart and soul of this Farrugia lecture, will give you a warm introduction as well. And I would like to thank him for putting, and the Society of Western Armenian Studies to put this together, as well as all the sponsors who make this possible. Grigor, please. Բարեկալուս սիրելիներ, բարի եկեղած Դանիել Վարուժան դարեգան տասախոսության այս երրորդ սցենարգին։ Խան ժամանակները գանցնենք, անորոշությունը մեր հավաքական կյանքը փնորոշող իրականությունն է։ Մշակութային եւ իմացական արժեքներու վերհանումը եւ բահբանումը ամենօրյա պայքար մտածած է։ Հավելյալ մարդկայնական ջիկ։ Ահավասիկ, այդ ջիկերեն մեկուն արդյունքն է, որ ցեզի կներկայացնենք այսօր։ Գենտը դարձած է մշակութային օջախը ոչ միայն Բելգիկայի համայնքին համար, այլ նաև այն բոլորին, որոնց համար իմացական աշխատանքը եւ անոր հետ հաղորդակցությունը դակավին վայելքն է։ Այս մշակութային օջախները գամրացնեն մեր մշակույթի իմացական հենքը, որում վրա միայն գռնախարսխված ըլլալ ինքնությունը։ Իմացականության լույսով ուրջացող ինքնությունը դոգուն փորձակարը պիտի ըլլա այս օրինակ աննախադեսելիորեն հեղեղուկ ժամանակներում։ Վարուժանյան լուսաբաշտությունը
այս շրջազիրի մեջ կհուշե այն ակունքները, որ մե մարդիկ հազարամյակներ խույս կուտան։ Այսօր այս ամբյոնեն ատկե հյուրեմն է, որ կպաշխենք։ Խոսքս պիտ ավարտեմ երախտագիտական արտահայտություններով նախ մեր այսօրվա հյուր դասախոսուհին, դոկտոր Անուշ Քունթին, որ սիրահոժար կերպով ընդառաջեց մեր հրավերը։ Շնորհակալական երկրորդ արտահայտությունս ուղեմ Գենթ համալսարանին, այս հարգը դրամատրելուն համար իմաստնավորի պաշտոնագիցիս պրոֆեսոր Պիտեր Վան Նյուֆելենին այս սցենարգը համագազմագերբելուն համար։ Հատուկ շնորհակալություններս Գյուլբենկյան հիմնարկության, ինչպես նաև Մովսես Տեր-Քևորքյանին, Շողեր Մարգոսյանին իրենց անսագար աջակցության համար։ Իմ ամենամեծ երախտագիտությունս Արսլանյան հիմնարկության այս սցենարգին հովանավորության համար Փարիվայելում։ Oui. D'accord. Voilà. Bien, bonjour, je suis pour ma part très heureuse d'être ici et je tiens à remercier chaleureusement l'Université de Gand qui nous accueille et puis bien sûr le Centre d'études sur l'Arménie occidentale. Je suis très honorée de l'invitation qui m'a été faite de présenter quelques éléments de mes recherches, d'autant que Krikor Moscofian donc le directeur du centre m'a laissé la plus grande liberté pour déterminer le sujet, l'angle d'approche d'une conférence qu'il souhaitait néanmoins en rapport avec la migration. Alors commençons par nous transporter vers cette période extraordinairement troublée qu'a connue l'Empire ottoman au sortir du premier conflit mondial. Donc c'est une séquence qui est ni de guerre ni de paix. Bien que l'armistice ait été signé entre l'Empire ottoman vaincu et les alliés de l'Entente, cet armistice a été signé le 30 octobre 1918, donc les armes, en principe, doivent se taire, auraient dû se taire. Nous verrons qu'il n'en a rien été, mais transportons-nous ensuite vers les pourtours de l'Empire ottoman, car c'est là, sur ces pourtours, et non plus à l'intérieur des terres où les Arméniens vivaient depuis 2 millénaires, c'est donc sur les pourtours que se trouvent désormais les populations civiles arméniennes. Donc d'abord, les anciens déportés, comme vous le savez, ils se trouvent pour l'essentiel donc en Syrie, Mésopotamie, mais aussi en Palestine, et puis jusqu'en Irak, ce sont les anciens déportés, donc ceux qui ont réussi à survivre. Donc ils se trouvent là où les itinéraires de déportation les ont déversés. Et puis, vous avez également des centaines de milliers d'Arméniens, ceux de Van, ceux de Erzurum, qui à différents moments durant le génocide ont réussi à fuir en fait les persécutions, donc à se réfugier dans le Caucase russe voisin. Et puis d'autres qui sont partis plutôt des provinces occidentales de l'Empire, eux, ont pu se réfugier en Bulgarie, en Grèce, voire également à Constantinople, qui occupe une place centrale, comme vous pouvez le voir, dans l'histoire de la mise à l'abri des Arméniens et de leur premier temps de refuge. Donc, ce qu'il faut imaginer sur ces lisières de l'Empire ottoman, c'est un monde en suspens. Ce n'est pas pour autant un monde immobilisé, bien au contraire, mais c'est un monde dans l'expectative, un monde qui est dans une sorte d'entre-deux, qui est marqué par l'attente, marqué par l'incertitude aussi, et puis par l'espoir. Alors l'espoir, il est multiple. C'est celui de retrouver des proches en vie. C'est l'espoir de retourner chez soi aussi, et certains d'ailleurs le font spontanément. Et donc là, quand ils arrivent, quand ils y parviennent, ils constatent souvent la ruine, l'occupation des lieux, de leur maison, donc la spoliation. Et puis certains, ceux qui le peuvent, ceux qui sont en mesure de le faire, dressent des inventaires qu'ils font parvenir aux puissances alliées, puisqu'elles occupent la capitale ottomane à partir de novembre 1918. Et donc on peut trouver ce type d'archives
Vous voyez une liasse de réclamations qui ont été, celles-ci, un peu plus fort. D'accord. Donc ce sont des liasses d'archives qui ont été, celles-ci sont adressées au haut commissaire français à Constantinople. Et à l'intérieur, vous avez des inventaires, notamment, qui détaillent les marchandises pillées, les récoltes qui n'ont pas été faites, donc le coton, les olives, les abricots, les ballots de soie qui ont été perdus. Et puis ces inventaires décrivent, comme celui-ci, les maisons, pièce par pièce. On a vraiment le sentiment d'y entrer, alors dans chaque pièce, avec les précieux tapis, le mobilier, le samovar, les services à thé. Il y a toute une sociabilité qui se dessine aussi, tout un monde perdu. Et puis souvent, ces inventaires sont accompagnés de lettres qui évoquent les disparitions, les meurtres, les viols, la persistance aussi des menaces et des violences. Néanmoins, donc, ils conservent l'espoir que justice leur soit rendue. Ils conservent l'espoir de reprendre place dans un pays apaisé, un pays pacifié, qui probablement à l'est de l'Asie mineure s'appellerait Arménie. Et puis en tous les cas, les élites politiques, les élites arméniennes travaillent à ce projet. Les délégués arméniens sont reçus à la conférence de la paix. Ils ont élaboré des cartes, ils ont rédigé des mémorandums et ils obtiennent donc des alliés, une audience, tandis qu'à Constantinople, les premiers procès, dans différents points de l'Empire ottoman, se tiennent les premiers procès pour juger les criminels jeunes turcs. Et puis, donc, enfin, le traité de Sèvres est signé en août 1920 et il énonce ce que les Arméniens sont en droit d'attendre, un État indépendant, donc c'est le président Wilson qui est chargé de tracer la frontière dans sa partie, la frontière du futur État, la frontière dans sa partie occidentale. Et puis, le traité de Sèvres donc annonce également la création d'une instance pénale internationale pour juger les criminels, avec l'idée que finalement le massacre de la population arménienne ne pouvait pas être jugé seulement par les cours martiales turques et que ce massacre nécessitait l'adoption de nouvelles normes juridiques. Or, comme vous le savez, moins de 3 ans plus tard, c'est l'exil. Il est massif, il est sans retour possible, car entre-temps, les Alliés se sont retrouvés à Lausanne avec une nouvelle délégation turque. Cette fois, les Arméniens n'ont pas été conviés à signer le traité, donc ce nouveau traité qui, en juillet 1923, a complètement révisé la paix dans un sens éminemment favorable aux kémalistes, c'est-à-dire à ceux qui avaient repris les armes après l'armistice, qui avaient remporté des succès sur tous les fronts, et notamment en Cilicie, à Smyrne, bref, d'un bout à l'autre de l'Empire ottoman. Alors que voit-on sur cette nouvelle carte du monde ? Une république de Turquie, et non pas d'État arménien, du moins pas dans sa partie, pas dans la partie de l'Arménie, pas dans la partie occidentale de l'Arménie historique. Et sur tous les pourtours de cet Empire ottoman désormais disloqué, les centaines de milliers d'Arméniens dont je vous parlais tout à l'heure, donc rescapés ou réfugiés, sont frappés par un mécanisme d'exclusion qui fait songer à une triple pince dans la manière dont ils s'exercent. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'interdit du retour en Turquie, la spoliation de l'intégralité de leurs biens, et puis la privation systématique de leurs droits civiques et nationaux. Ça veut dire qu'un par un et collectivement, ils sont dénationalisés par l'État turc. Et c'est là que commence mon travail d'historienne, au sens où j'essaye de contribuer à la connaissance du génocide des Arméniens en travaillant non pas sur le crime au moment où il a été accompli, mais sur cet après-coup, qui inflige donc aux Arméniens une rupture supplémentaire. Or, tout cela survient finalement dans un silence assourdissant, un silence qui a été sanctuarisé par le traité de Lausanne, car ce traité contient dans ses annexes une clause d'amnistie, donc pour tous les crimes commis dans l'Empire ottoman depuis 1914, ce qui entraîne
l'arrêt définitif des poursuites judiciaires, les criminels sont réhabilités, tandis que les victimes cessent d'être traitées en témoins, dont la parole aurait du prix. Donc, si vous voulez, les accords de paix organisent une configuration du silence autour de la question arménienne. Ce qui d'ailleurs rend possible la structuration politique du déni, qui va, dans sa forme idéologique, donner le négationnisme. Alors, quant à moi, je me demande justement dans mon travail quand et où les Arméniens vont prendre ou reprendre la parole dans cette configuration du silence. Et ce sera nécessairement dans la dispersion, c'est-à-dire dans cet immense territoire du refuge qui va de Bagdad à Buenos Aires, en passant par Jérusalem, Marseille, toutes les villes de la dispersion. Et cet immense territoire se présente comme le lieu où reprendre l'enquête. Et ce qui conduit aussi à faire l'hypothèse que l'exil est simultanément une perte de quelque chose, et notamment une perte de parole, mais aussi le lieu d'une reprise de parole. Et puis cette prise de parole, je voudrais que ça ne soit pas seulement celle des plus lettrés, celle des représentants politiques, celle des élites en somme, parce que j'essaye aussi de me mettre à l'écoute de ceux qui n'ont rien laissé, rien couché, comme on dit en français, par écrit. Ceux qui, donc, à première vue, n'ont laissé aucune autre trace, si vous voulez, que des empreintes digitales au bas des documents administratifs qu'ils ne savaient pas signer, ou seulement signer en arménien, parce qu'ils connaissaient suffisamment l'arménien pour écrire leur prénom, certes, mais n'étaient pas en mesure d'exercer la langue à l'écrit, d'avoir une pratique littéraire. Et ça me fait penser à ce que dit Krikor Peledian, qui est venu faire une conférence ici, à propos justement des premiers écrits des survivants arméniens. Il parle de littérature de gens démunis, à propos de ces témoignages malhabiles qui ont souvent été consignés dans des modestes cahiers d'écoliers. Et puis surtout dans une langue parlée écrite, voilà. Donc les chercheurs en histoire savent bien l'inégale possibilité de documenter les vies. Alors pour cela, ils tentent de développer des stratégies afin de libérer de nouvelles sources et avec elles de libérer des paroles. Et donc c'est à cette dimension d'enquête de mon travail que je tiens, voilà, c'est cette dimension-là que je tiens à rendre apparente. Je me suis dit qu'elle ne vous était peut-être pas familière et que ça pouvait vous intéresser d'emprunter avec moi un chemin à travers les archives. Et donc j'ai décidé de vous parler de quelques fonds parmi ceux que j'explore depuis des années et que je mobilise selon un double impératif, celui d'étudier la mort de masse depuis la vie, donc la vie de celles et ceux qui ont réchappé au massacre. Et puis le deuxième impératif qui est connexe, c'est celui d'atteindre donc des hommes et des femmes que l'on entend le moins dans le récit historiographique. C'est pour ça que je repasse par la vie, en fait, vous verrez. Et donc, je m'adresse pour cela à ce qu'on appelle des archives ordinaires, celles qui, en fait, émanent de la vie socialisée, la vie en relation, la vie en mouvement, la vie qui se déplace, qui s'installe, qui met au monde des enfants. Et tout ça donc, nous fait voir des situations très concrètes, par exemple chez l'assistante sociale ou à la douane quand il s'agit de franchir une frontière. Et il en reste de tout ça, à travers le monde, une documentation qu'on pourrait qualifier de paperasserie, avec des énoncés très figés, des cadres, une norme, des formulaires. Et donc moi, je voudrais vous montrer qu'il faut évidemment porter une attention constante aux énoncés, aux mots, mais aussi à ce qui est en deçà des mots, à ce qui manque. Et les historiens des génocides sont particulièrement bien placés pour percevoir les manques, pour identifier les blancs dans une documentation, les fantômes en quelque sorte, qu'il faut mettre au travail aussi. Et donc, si vous voulez, pour résumer tout ça, le fil conducteur de mon propos pourrait s'énoncer ainsi, c'est-à-dire en une question: comment
comment documenter les traces de la persécution dans l'existence de celles et ceux qui ont survécu, comment documenter cette hypothèse que la persécution reste visible. Et donc pour répondre, j'ai organisé mon intervention en 3 temps, qui sont en fait autant de modalités de lecture d'une archive. Donc le premier, ce sera, alors c'est un peu abstrait comme ça, mais en fait, vous allez voir, c'est très précis, très incarné. Alors le premier temps, c'est formulaire et informulé. Le second, ce sera à la marge. Et le troisième temps, donc ce sera de loin. Formulaire et informulé. Donc là, je vais vous présenter une source très importante, mais d'abord un lieu. En région parisienne, vous voyez, c'est pas très... Bon, comme ça, pas très engageant, c'est un établissement public qui est dédié entièrement à la demande d'asile et à la protection des réfugiés statutaires, donc c'est l'OFPRA. Et l'OFPRA donc, conserve dans ses sous-sols des kilomètres linéaires d'archives. La plupart de ces archives sont encore actives, parce que c'est une administration, donc en fait, quand on parle d'archives, il faut entendre par là les dossiers rangés, mais les dossiers de réfugiés statutaires ou des demandeurs d'asile, comme vous voyez en photo là, qui sont toujours utiles à l'administration. Ils sont utiles à l'administration et aussi ultra protégés par la loi, c'est-à-dire qu'ils ont, en raison de leur caractère hautement sensible, vous n'avez pas le droit de les regarder, ces documents. Ils relèvent d'un statut d'inviolabilité qui s'applique d'ailleurs à l'ensemble du bâtiment et à tout ce qu'il contient. Et puis dans ces mêmes sous-sols, vous avez également, à part, sur des étagères, des boîtes. Alors je n'ai pas photographié, je n'ai pas forcément le droit de le faire d'ailleurs. Mais bon, vous pouvez imaginer des boîtes sur une étagère, plusieurs centaines de boîtes, qui sont marquées tantôt office russe, tantôt office arménien, ou bien office géorgien, et encore office espagnol. Et alors donc, ces boîtes, elles contiennent, alors comme celui-ci, j'ai ouvert les cartons arméniens, mais elles contiennent de vieux papiers, la plupart du temps recouverts d'une fine poussière grasse, parce que ce sont ce qu'on appelle des archives mortes. Donc, contrairement au dossier précédent, ces archives mortes sont inutiles maintenant aux affaires courantes. Donc elles ont été rangées, classées, puis bon, l'OFPRA ne peut pas se débarrasser comme ça. Il y a aussi un code du patrimoine, on ne peut pas faire ce qu'on veut des documents administratifs. Donc ils dormaient là dans leur carton. Et en les regardant, avec la chargée de mission qui s'occupait de la documentation, qui s'occupe toujours, Aline Angusture, qui est très précieuse pour moi dans mes enquêtes, en regardant tout ça, bien sûr, on a vu que c'était des documents administratifs, qu'ils avaient été émis en France dans l'entre-deux-guerres, pour l'essentiel, c'est-à-dire au premier âge de l'asile moderne, ce moment où les juristes internationaux ont essayé d'élaborer la toute première définition du statut de réfugié apatride et l'ont fait au coup par coup, en fonction des besoins les plus urgents. Donc ça a d'abord été une esquisse de statut et qui était pourtant portée comme ça, comme une esquisse en fait, qui s'était d'abord incarnée en un document, le certificat Nansen, vous avez certainement entendu parler. On dit aussi le passeport Nansen, parce qu'il faisait office de passeport sous protection de la Société des Nations. Et puis, petit à petit, le statut de réfugié est devenu plus consistant, surtout lorsque la première convention de Genève a enfin été promulguée en 1933. Mais ça faisait déjà 10 ans à peu près que les réfugiés étaient réfugiés. Donc en se demandant bien d'ailleurs à quel droit ils avaient le droit. Alors revenons à nos 15 boîtes arméniennes, parce que j'ai oublié de vous dire qu'elles étaient au nombre de 15. Ces boîtes, donc on a, vous voyez, des certificats. En fait, on en a environ 12 000 au total. Et puis vous voyez qu'ils sont à la fois sans mystère, parce qu'ils sont libellés plus ou moins de la même façon. En gros, ils déclinent des états civils. Et puis en même temps, ils étaient assez énigmatiques, parce que ce ne sont pas justement des passeports Nansen. Ils ont été délivrés par un office des réfugiés arméniens, mais encore, on ne savait pas trop exactement l'histoire de ces offices-là. Délivrés à Marseille par le bureau de Marseille. Donc, bien sûr, on comprenait que c'était les premières instances du refuge, mais ça demeurait assez flou. Elles n'existent plus.
surtout depuis la fondation de l'OFPRA en 1952. Et elles ont à ce moment-là, ces instances, transféré leurs archives à l'OFPRA. Et personne n'avait regardé de près ces certificats arméniens, donc ils étaient en déshérence dans leur boîte. Et puis en 2011, ils ont été numérisés à l'initiative de l'OFPRA, puis indexés avec le concours de la fondation Gulbenkian, donc je m'en suis occupée. Donc c'était un processus assez long. Et c'est de la sorte qu'on a constitué ces vieux papiers en un véritable fonds d'archives. Chaque document a reçu une cote, etc. Et maintenant, il est accessible en ligne. Alors, la première chose aussi, c'est que ces papiers sont marqués du mot « réfugié ». Donc, c'est intéressant de comprendre qu'ils viennent à leur manière rappeler les politiques d'exclusion qui ont justifié donc la mise en place d'un régime spécifique de représentation d'une catégorie d'étrangers qui ne bénéficiaient plus de la protection de leur état d'origine. Et donc ça veut dire que concrètement, ces réfugiés ne pouvaient plus s'adresser au consulat de leur pays d'origine, donc ici le consulat turc. Ils ne pouvaient plus s'adresser au consulat turc. Certains essayaient d'ailleurs, et on a des lettres aussi dans le fond disant qu'ils se faisaient véritablement éjectés du consulat, qu'ils étaient mis dehors. Et donc, alors qu'ils essayaient d'obtenir les documents officiels que toute la vie réclame en fait. Mais puisqu'ils avaient été collectivement privés de leurs droits civiques et nationaux, donc dénaturalisés en masse, il devait y avoir une autre instance pour essayer de les représenter collectivement et de façon systématique. Et c'est dans cet esprit que le premier statut de réfugié a été défini à Genève par la Société des Nations, donc de façon collective, au bénéfice donc de groupes entiers, ceux-là même qui avaient été entièrement dénaturalisés. Et la SDN, la Société des Nations, tenait la liste de ces groupes. Donc les premiers, c'était les Russes en 1922, puis les Arméniens en 1924, puis ensuite il y en a eu d'autres. Mais tout l'enjeu à ce moment-là pour un individu, ce n'était pas de prouver les persécutions qu'il avait subies au pays ou bien les menaces qui pèsent encore sur sa vie en cas de retour, mais de certifier son appartenance, donc à l'un des groupes reconnus comme relevant de ce statut collectif. Donc en d'autres termes, un Arménien devait attester, non pas qu'il avait été déporté, etc., mais qu'il était arménien. Ce n'est pas forcément simple à l'époque, dans le contexte, etc. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de récit dans ces cartons, très peu en tout cas, mais a priori pas de récit, puisque ce premier régime de l'asile ne repose pas, comme aujourd'hui, sur un principe d'individuation du droit au refuge. De sorte qu'en ouvrant les boîtes, on trouve, donc, comme je vous disais, des états civils, donc avec les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, des adresses, et normalement aussi le nom des parents. Donc les renseignements qui sont requis pour garantir la fiabilité administrative d'un étranger. Sachant qu'à l'époque en France, les étrangers sont les seuls à devoir, depuis 1917, posséder une carte d'identité. Et ils doivent l'avoir sur eux, la porter sur eux. Donc ils doivent être en mesure de justifier à tout moment leur identité. Alors ces certificats, vous voyez bien, ne sont pas une carte d'identité, mais ils participent de ce dispositif beaucoup plus large d'identification des étrangers. Et ils sont ceux-là, au sein de ce vaste dispositif d'identification des étrangers, les certificats sont réservés aux réfugiés pour les accompagner dans une multitude de démarches. Donc c'est ce qui est écrit à la fin, en gros pour valoir ce que de droit, et alors en détail, c'est aussi bien pour se marier, pour demander la nationalité française, pour se faire un passeport Nansen, justement s'ils doivent voyager, pour passer un examen, pour passer son permis de conduire, bref, voilà, pour toute ce que j'appelle la vie courante. Et néanmoins, donc, il y a de toute façon peu de choses à lire, parce qu'on a là une source écrite, mais qui n'est pas donc narrative. Alors on se dit, que ces états civils qui ont été consignés par milliers sont avant tout propices à l'élaboration d'une grande base de données, au traitement statistique. Tout ça, d'ailleurs, je l'ai fait. J'ai été aidée par une formidable ingénieure d'études dans le cadre d'un programme de recherche. Elle a réalisé des cartes, etc. Donc tout ce travail a été fait quantitatif. Néanmoins, un autre usage est possible dès lors que je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire d'autre, comment on peut donner une autre lecture que statistique de cette source, bien qu'elle soit très laconique et qu'elle ne raconte pas grand-chose. Vous voyez néanmoins qu'elles sont la plupart du temps ornées d'une photographie, et donc là, quelques agrandissements
À l'époque, les documents d'identité doivent porter une photographie qui commence à faire elle-même l'objet d'une réglementation. Hein. Il faut être de face, sans chapeau, même si vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'écart à cette norme. Mais c'est extrêmement troublant et assez émouvant de pouvoir mettre un visage sur des êtres qui, d'ordinaire, passent un peu comme des ombres dans le récit historique sur les premiers temps de la vie en exil. Et ces photos, elles ouvrent de riches directions pour l'histoire d'un exil qui serait attentif aux gens, aux êtres, enfin, aux lieux, à ce que les gens portent, comment ils sont habillés, leur posture, etc. Et vous pouvez voir voilà, que la plupart sont des tenues vestimentaires, sont dans un style à l'européenne, c'est-à-dire que alors on peut trouver quelques broderies de type oriental sur quelques tenues, mais c'est très rare. La croix arménienne, mais là encore c'est un repère, mais qui est quand même assez rare sur les photographies. Et puis donc moi je m'intéresse aussi beaucoup aux arrière-plans. Hein. Vous voyez le dénuement qui transparaît hein, quand les photos sont prises en plein air avec les parpaings. Puis là, ici, au contraire, vous avez quelqu'un qui est vraisemblablement qui s'est rendu avec ce petit parterre de fleurs derrière lui dans l'atelier d'un photographe, ou bien il y avait aussi des systèmes de studio ambulants hein, où les photographes arrivaient et tendaient un drap orné ou pas d'un décor en plein air. Et puis, je m'intéresse aussi beaucoup aux veuves, alors à celles qui portent un voile ou celles qui n'en portent pas. Voilà, donc il y a beaucoup à faire autour de ces images. Puis d'autre part, ces certificats, eh bien, ce sont non pas des documents qui ont été mis au propre, parce que ceux qui ont été mis au propre sur du papier à en-tête ont été donnés hein, pour les fameuses démarches. Là, on a seulement, en fait, dans ce fond, les duplicata, les doubles, hein, qui ont été soit tapés à la machine, soit rédigés à la main. Et toujours sur un papier très fin, une sorte de ce qu'on appelle le papier pelure, hein, qui est assez friable, avec, comme vous pouvez le voir, des ratures, des taches, enfin des gribouillis, et puis des commentaires aussi dans les marges. Pourtant, ce ne sont pas des brouillons, parce qu'ils ont tous un numéro d'ordre, et puis ils ont été signés la plupart du temps. Ils ont des photos également, donc voilà, ce sont vraiment des duplicata. Et c'est eux qui ont été conservés à l'époque par l'Office arménien pour servir de référence hein, à la vie administrative et aux prochains certificats. Et c'est là notre grande chance, justement, c'est d'avoir ces duplicata, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, parce qu'au fond, non seulement ils reprennent le libellé principal, central, et puis ils apportent un supplément d'informations sur tous les pourtours de la feuille. Et c'est là que se trouvent donc sur les marges eh bien, des commentaires qui ont été notés au cours d'un rendez-vous ou bien à la lecture d'un courrier, car il y a aussi des éléments de correspondance. Et donc j'ai voulu très tôt en fait me mettre au défi de toutes ces petites marques et pour essayer d'élaborer à partir d'elles, de ces marques, un savoir qui soit lié aux propriétés formelles du matériau. Et donc ma méthode, elle est plus de l'ordre du déchiffrement que de la lecture, puisque j'ai relevé ces traces, en fait sur des milliers de documents, ces traces très ténues, pour travailler justement sur les écarts entre la banalité d'un dispositif d'enregistrement administratif et puis tout ce qui affleure sur les côtés d'un vécu, d'un passé qui est à peine dévoilé. Et ça, cette démarche, cette lecture a fait l'objet d'un livre qui s'appelle « Au bord de l'effacement » et qui est terminé depuis quelque temps et paraîtra à la rentrée littéraire prochaine en France, donc c'est à la rentrée de septembre. Et donc j'ai décidé d'ouvrir en fait de petites lucarnes dans ce travail, plutôt que de vous fournir une synthèse du livre, parce que de toute façon c'est quasiment impossible dès lors que chaque chapitre du livre est travaillé un peu comme un tableau. Et je dois dire aussi que ce n'est pas seulement parce que le livre existe que j'ai voulu vous parler de cette source, mais parce qu'elle m'a fourni des milliers de noms de famille, des milliers de patronymes,
et donc des milliers d'individus dont les trajectoires m'ont guidée à travers d'autres fonds d'archives en France et puis à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Et donc c'est intéressant d'avoir une archive qui permet de penser à la fois la fixité, celle des états civils, hein. Chaque personne est désormais établie, épinglée à un état civil, et puis cette archive qui permet de penser la fixité permet aussi de penser simultanément le mouvement, et notamment le mouvement migratoire. Alors je vais vous en fournir quelques illustrations avec cette idée conductrice qui peut s'énoncer ainsi: ce qui ne peut pas s'écrire, ce qui demeure inconnu, néanmoins se note. Et se note par un signe, donc par quelque chose qui nous mène en deçà des mots. Alors, c'est un fil conducteur, c'est-à-dire que j'aurais pu présenter beaucoup d'exemples. Et le plus efficace, c'est encore de vous parler des pointillés, parce que parfois ils font éruption dans un état civil à la place d'un nom. Donc ça veut dire qu'ils viennent enrayer le mécanisme d'enregistrement administratif. Donc, enfin, en tout cas, j'ai perçu là une anomalie à interroger. Parce que l'Office, son travail, l'Office des réfugiés arméniens, qui remplace donc le consulat turc, donc pour représenter les Arméniens officiellement, eh bien, il doit donc authentifier les états civils. Donc on se dit, c'est une formalité, ça l'est pas tant que ça en situation d'exil, et qui plus est après un génocide, quand tout simplement le fait de dire son nom, c'est parfois demander en fait à reprendre son nom, à expliquer dans quelles circonstances il a été perdu, à expliquer pourquoi il a fallu se faire passer pour un autre, parce que c'était une question de vie ou de mort, et donc, comme disent les documents, il a fallu se faire turc, porter un nom d'emprunt, par exemple au moment d'émigrer avec une famille qui a fait passer un orphelin pour son propre enfant en l'inscrivant sur le passeport familial. Donc l'Office, son travail, c'est d'écouter les témoins, de lire des documents qu'on lui présente, de les authentifier, et puis de reconnaître enfin l'identité véritable de ces enfants, par exemple, qui ont été enlevés au cours des déportations, conduits dans les orphelinats turcs ou des foyers musulmans. Il y a tout un travail qui a été fait bien avant l'arrivée en France, en réalité, dans les orphelinats d'Orient, du Proche-Orient. Mais parfois, il faut y revenir longtemps après, dans les années 30. Et à ce moment-là, les certificats réinscrivent officiellement les orphelins dans une filiation, tout en donnant un statut aux réalités de l'ombre, à tout ce qui d'habitude n'est pas dit, n'est pas écrit, mais ce qu'on savait dans les familles. Or, parfois donc, dans un état civil, il reste, à la place du nom de jeune fille de la mère, des points de suspension. Donc une fine déchirure dans l'énoncé. Alors je me disais, tiens, c'est curieux, il y a un manque, une inconnue, que toute administration aurait souhaité pouvoir renseigner. Donc moi, je faisais instinctivement l'hypothèse que la mère était décédée, et puis au-delà, que la reconstitution familiale n'avait pas complètement pu se faire, faute de témoins, parce que souvent les témoins arrivent, dans les documents, on voit, ils viennent de par deux, mais là, voilà, sans doute le père est absent, plus largement donc l'entourage familial, le voisinage. Et puis arrivé à peu près à plus de 8000, après 8000 documents, j'ai eu soudain la confirmation de cette interprétation de Pointillé comme valeur de l'absence. Parce que sur une annexe, pour une fois, j'allais dire le directeur de l'office sort de sa cachette. C'est-à-dire que pour une fois, il rend les choses plus visibles. Il fait observer à l'administration ceci, je cite, « Mademoiselle Krikorian étant orpheline et ne connaissant pas le nom de naissance de sa mère, nous n'avons pu inscrire que le prénom. » Et donc j'ai été saisie par ce constat qui est qu'une convention graphique rend l'idée d'irréparable, donne une forme à ce qui est inconnu, ce qui demeure perdu, mais qui néanmoins se ponctue. Et de sorte que la surface du papier mène d'un coup à un arrière-plan historique. Et puis il y a cet autre principe de lecture dont je voudrais parler à présent, et qui consiste à effectuer un mouvement de va-et-vient des bords du document au centre du document, et ce que je vais développer dans ce second point, qui s'appelle « à la marge ». Parce que, comme vous avez pu le comprendre, les duplicata jouent en double.
avec son texte officiel qui obéit à une nomenclature. Et puis c'est didascalies, un peu comme au théâtre, vous avez d'autres mots, d'autres paroles qui surgissent à l'ombre des formules officielles. Alors à la marge, parce que donc sur ces bords, sur ces marges, sont notés des commentaires importants, que j'estime centraux puisqu'ils portent sur des épisodes majeurs de la vie des gens, comme je vais vous montrer à travers quelques exemples. Et puis, au centre du document, sont données des informations, bien officielles, celles-là, qui bien souvent renvoient, elles, à des expériences de marge aussi, c'est-à-dire à des processus de mise à l'écart, à des vécus de marginalité, au premier temps de l'exil. Alors, par exemple, ici, vous avez dans la marge ce point tout à fait central. Alors, on ne sait pas qu'elle est orpheline, il y a l'état civil régulier de ses parents, et puis un petit commentaire en patte de mouche disant qu'en fait, elle est la fille adoptive d'un autre. Et donc, sur ces bordures, c'est là que tombent des informations qui ne sont pas nécessairement reprises dans le libellé final, qui lui suit sa logique. Ce sont donc là que tombent des informations sans statut. Vous en avez d'autres ici. Alors vous avez tout en bas ici écrit groupe 72 orphelins. On comprend, ça a été une grande façon de faire entrer les orphelins en France, de les emmener par groupe avec des contrats de travail. Et puis ici, vous avez également, ici, là, des petits mots sur le fait que cette femme est totalement livrée, est indigente, elle n'a plus de famille, qu'elle a été abandonnée, et qu'elle ne vit que de la charité de ses voisins. Donc, en fait, je pourrais démultiplier les exemples, les bordures racontent des informations qui ne sont pas reprises, qui sont sans statut, mais qui sont infiniment précieuses sur le génocide, la destruction des liens familiaux, les situations sociales, etc. Et puis, également, extrêmement intéressant, c'est que vous avez des mentions du document qui a été présenté à la frontière française pour entrer en France. Et donc là, vous avez des informations sur la dernière étape de la trajectoire migratoire avant l'arrivée en France. Athènes, Beyrouth, Salonique, Chypre, etc. Vous avez vraiment toutes les villes du bassin méditerranéen, avec la diversité des titres portés par les Arméniens pour arriver en France, des passeports de protégés, des laissez-passer, des sauf-conduits, toutes sortes des feuilles de route, des laissez-passer des autorités britanniques en Égypte ou à Chypre, des visas français obtenus à Athènes et Thessalonique. Et donc j'ai fait tout un travail pour relever ces toutes petites mentions, ces petites bribes qu'on a sur le côté. Et puis alors on s'est dit avec la personne avec qui je travaillais que ce serait intéressant de faire des premières cartes, mais c'est vraiment à titre de document de travail. Donc là par exemple c'est tous ceux qui sont arrivés en France en se faisant établir des documents à Beyrouth. Et donc vous avez d'une part le lieu où le document a été établi et puis le lieu de naissance pour montrer l'amplitude des provenances. Ça ne dit rien en fait de ce qui s'est passé entre la naissance et le départ vers Beyrouth, mais c'est pour avoir une photographie. Là, c'est tous ceux qui se sont fait établir, où sont nés ceux qui se sont fait établir les documents, leurs titres de transport, de séjour, de voyage à Constantinople. Ceux qui l'ont fait depuis Sofia, donc avec une prépondérance d'Arméniens issus des provinces occidentales, mais ce n'est pas si simple, vous voyez. Là, on a pris tous les lieux d'établissement de tous les documents qui ont servi au passage. Voilà, donc c'est vraiment là, c'est des esquisses en fait qui permettent de visualiser surtout l'amplitude de la dispersion. Tout ça à partir des éléments marginaux notés sur les bords. Mais en fait, voilà, je montre dans le livre combien il y a à attraper pour un historien. Et puis parfois, le document se fait plus explicite, c'est-à-dire que le document ramène au centre de la page, du texte, ramène au centre, si vous voulez, dans l'énoncé, des renseignements qui d'habitude n'y figurent pas. Ne regardez pas ça, je suis allée trop vite. Je pense au cas d'un jeune homme qui est originaire de Malatya
et qui vient trouver l'office car il ne sait absolument pas comment obtenir un acte de naissance. Mais ça, c'est tout le temps. Hein. J'imagine que l'office, c'est bien pour ça qu'on a créé les offices, puisqu'on ne peut pas aller au consulat turc, et donc l'office vient en aide aux réfugiés en rédigeant des certificats. L'office lui-même se fait aider par l'église arménienne, les églises arméniennes en exil. Mais là, dans celui-là, il explique aux autorités françaises. La Turquie ne délivre pas aux Arméniens les pièces réglementaires habituelles, donc il faut se contenter d'un document qui tient lieu de acte de naissance. Et puis il explique aussi que les églises arméniennes de Malatya ont été saccagées pendant les événements de 1914-1918 et que les registres paroissiaux ont disparu. Voilà donc que subitement, le document enregistre les pertes d'archives survenues durant le génocide et donc pointe le tragique d'un monde sans traces, dans lequel justement les traces écrites du passage des générations ont été dissoutes. Et c'est au moment où ils doivent dire qui ils sont, d'où ils viennent, que les rescapés se découvrent orphelins de leurs propres archives qui ont été pillées, incendiées, et qu'ils se découvrent aussi parmi les figures effacées. Donc l'Office leur vient en aide, comme je disais, et il le fait pour reconnaître une naissance, il le fait aussi pour reconnaître la mort d'un être, d'un proche, dans la mort de masse. Et c'est là, tout à l'heure, que j'ai transcrit un de ces certificats qui a été donné à Madame Veuve Nkababian, dans lequel, en fait, l'Office explique qu'il a entendu 2 témoins, tous les 2 natifs de Sivas et domiciliés à Marseille. L'un est menuisier, l'autre est cordonnier. Et puis de leur témoignage, il ressort, donc je l'ai mis en jaune, surligné, que M. Armenak Nkababian, originaire de Sivas, époux de Mariam Gezurian, est décédé à Hassan Chelebi, en Asie mineure, le 15 juin 1915, au moment des déportations arméniennes, en foi de quoi le présent certificat est établi pour être produit aux autorités américaines en vue de permettre à Mme Gezurian, veuve Nkababian, d'aller rejoindre son frère en Amérique. Autrement dit, ce sont les préparatifs du départ aux États-Unis qui ont conduit cette veuve à se faire établir un document manquant, un document par nature inconcevable, puisque les génocidaires ne donnent pas, évidemment, de certificat de décès. Ça paraît absurde, mais c'est là qu'on conçoit l'aporie, les situations dans lesquelles se trouvent les survivants. Et c'est à eux qu'il appartient de forcer le déni en se faisant délivrer par l'Office l'équivalent d'un acte de décès dont le libellé est tout à la fois un acte de reconnaissance et une inscription de la mort, du décès. Et tout ça se fait toujours depuis une situation personnelle. C'est là que la vie dont je vous parlais revient. C'est-à-dire qu'il s'agit de rectifier une banale erreur d'état civil, de permettre à une veuve de se remarier, comme ici. Celle-ci, elle est veuve en première d'un homme décédé pendant les déportations arméniennes de 1915, en foi de quoi le présent certificat lui a été délivré afin de lui permettre de contracter mariage avec le nommé John Gulesian, citoyen des États-Unis. Et c'est toujours, donc, depuis une situation personnelle, que l'histoire est dite, que l'histoire est énoncée, mais évidemment, les faits sont ramenés au strict nécessaire, c'est-à-dire à ce que l'administration peut en entendre, c'est-à-dire à des éléments que nul ne saurait mettre en cause à l'époque, même s'il y a cette configuration de silence, mais en gros, que sait-on ? Parce que les faits sont assez récents pour que leurs contemporains s'en souviennent, du moins sous cette forme lapidaire, une date, des gens qu'on a, donc en gros 1915, des gens qu'on a déportés et qui en sont morts. Donc j'ai relevé la litanie de ces mariages brisés, en général ça tient en 7 ou 8 mots. Veuve en première d'un tel, décédé pendant les déportations arméniennes de 1915. Décédé pendant les déportations arméniennes de 1915. Vous voyez la litanie. Néanmoins, elle redonne un nom aux personnes assassinées. Donc on n'a pas tant de listes de noms que ça. Donc à leur échelle, humble échelle, ces documents sont importants pour les noms de personnes assassinées qu'elle redonne. Celles-ci, ces personnes, sont extirpées du non-lieu que les génocidaires ont voulu pour elles. Et puis d'autre part, cette façon de dire les violences, de se retourner sur l'histoire récente pour une banale affaire, on va dire de mariage ou d'émigration,
fait de l'office un lieu assez inattendu d'enregistrement du passé. Mais alors, de quel passé? C'est-à-dire que l'office se porte garant des faits, de l'exactitude des faits, de la parole des témoins, mais il se porte aussi garant de ce qui demeure incertain. Et c'est peut-être le plus étonnant quand on étudie cette documentation. C'est cette manière qu'a l'office de convaincre les autorités françaises d'accepter une part de doute, de bancal, et de l'accepter comme legs de l'histoire. C'est aussi ça, à mon sens, être le garant du passé. C'est aussi garant d'un passé qu'on ne peut pas établir mieux en raison des destructions. Et le tout, c'est d'expliquer aux autorités françaises qu'elles doivent s'accommoder. Et qu'il le faut parce que la vie leur donne tout simplement les naissances, les mariages, les décès, les successions à régler. Chaque étape, chaque rituel commande de faire avec les manques et de trouver comment s'en débrouiller. Donc, ça peut être en rendant à un être disparu sa vérité de victime assassinée, ou au contraire en imprimant 3 points de suspension au lieu du non, quand le vide est impossible à combler. Donc c'est ça, s'accommoder, c'est faire avec l'irréparable pour donner aux survivants les moyens d'agir. Et puis, la marge aussi, je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que les informations notées au centre renvoient à des vécus de pauvreté, d'indigence, comme on l'a vu, à ces conditions modestes de celles et ceux qui exerçaient à Marseille des petits métiers qui sont donnés souvent dans les documents. Donc vous avez des journalières, des journaliers qui trouvaient une embauche dans les savonneries à Marseille, qui travaillaient sur les docks, dans les huileries. Il y a aussi toutes les chemisières, les repasseuses, ce qu'on appelle les piqueurs de tiges dans la cordonnerie, les pantalonnières, enfin tout le travail donc, de la chaussure, les tisseuses. Et ça renvoie aussi aux apprentissages faits dans les orphelinats après le génocide, avec l'idée que le travail du cuir, le travail du fil, le travail du textile permettrait aux pupilles de se placer facilement. Et donc déjà, on a tous ces petits métiers, puis on a également un vaste répertoire d'adresses. Ça fait songer à ça, en fait, ces certificats. Quand on note toutes les adresses, on trouve les exilés arméniens au premier temps de leur installation à Marseille, dans les quartiers populaires du centre, près du Vieux-Port, où ils occupent des hôtels modestes, des meublés. Et puis dans les lisières urbaines également, où là, on tombe dans l'univers des baraques, à proximité d'une usine ou d'un domaine agricole. Voilà donc des marges urbaines qui sont assez fluctuantes et qui ont plusieurs visages. Et puis depuis ces marges sociales, eh bien, les certificats permettent de voir également comment certains se débrouillent pour soit tentent donc d'arrimer le mieux possible leur existence à la France en demandant un certificat pour obtenir ensuite la nationalité française, commencent des démarches, soit ceux qui, au contraire, essayent de quitter définitivement la France, donc de repartir, parce qu'ils sont découragés de rester. Là, je parle de la France des années 30, qui est en proie à une crise économique mondiale, mais qui suscite en France toute une législation xénophobe. Et donc là, à partir des années 30, on voit des certificats établis pour, je cite, rejoindre sa mère à Montevideo, son neveu au Mexique, son oncle à Buenos Aires, ou bien pour être produit au consulat général des États-Unis, etc. Et donc on voit comment les Arméniens, qui ne peuvent pas être rapatriés, comptent sur leurs propres réseaux familiaux quand cela est possible. Et donc au vu de toutes ces mentions également, indiquant un désir de départ, de réémigration, pour refaire famille beaucoup plus loin, eh bien, je me suis rendue à l'étranger. Ce sera mon dernier point que je vais sans doute évoquer très brièvement, puisque donc c'est le point qui s'appelle « De loin », puisque je me suis rendue donc, aux États-Unis pour aller prospecter donc, sur l'autre rive. Et donc, aux États-Unis, je me suis adressée à d'autres archives du contrôle public, et qui sont, contrairement aux certificats dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ce sont des archives très bien connues, au contraire. Cette documentation d'Ellis Island, qui était, comme vous le savez, donc aux abords de New York, le grand port, le point de passage en fait obligatoire des immigrants entre 1892 et 1954, enfin de ceux qui arrivaient évidemment à New York et qui ensuite désiraient entrer sur le sol américain. L'île abritait un centre de contrôle, mais aussi de rétention des personnes non admises, ainsi qu'un hôpital. Et donc, ce que j'ai
parmi tout ce que j'ai regardé aux États-Unis, où j'ai quand même passé un certain temps, il y a ce qu'on appelle les manifestes des bateaux, donc les listes en fait de tous les passagers vus au débarquement. Ça va de l'équipage aux citoyens états-uniens en passant par les étrangers. Donc c'est assez simple en fait de voir ceux que j'avais repérés à Marseille. Ça c'est très simple de les voir arriver. Ces listes, elles sont néanmoins très intéressantes. Elles sont renseignées recto verso, donc il y a une trentaine de rubriques. Donc ça va bien au-delà des noms et prénoms. Il y a tout un ensemble d'informations personnelles que les inspecteurs d'Ellis Island vérifient, sachant qu'à Marseille, le consulat américain a déjà fait tout un travail de contrôle, évidemment. Il a déjà procédé à une sélection des candidats au départ. Ce qui n'empêche pas un nouveau contrôle. Et donc, pour ma part, j'ai porté une attention particulière à la question portant sur la personne de contact, c'est-à-dire que tout migrant devait donner le nom d'un proche dans le pays quitté, donc dernier lieu de résidence, et à destination aux États-Unis. Donc 2 personnes de contact et les adresses. Et donc j'étais en train de très occupée à suivre un couple que j'avais repéré à Marseille. Et puis, ce couple avait fait plusieurs fois la traversée de Atlantique. Et puis, la première, à l'automne 1920, a pris place à bord d'un navire parti du Pirée, donc le port d'Athènes. Donc, c'était le Thémistocle. Et puis, en regardant de près, une réponse m'a sauté aux yeux à ce moment-là. C'était, je ne sais pas si vous voyez dans cette colonne, bon, après, c'est une réponse qui est venue souvent, c'est nobody, à la question quel ami ou quel parent est resté dans le pays quitté. Donc là, c'était le pays quitté, en l'occurrence, c'est la Turquie. Et donc, il est répondu nobody. Et ce, donc, de façon suffisamment récurrente, et concernant avant tout des Arméniens de Turquie, donc j'ai vu ça de façon suffisamment récurrente pour m'inciter à mener un travail précis sur cette mention, pour bien la comprendre, et pour bien être capable de mesurer ce qu'elle avait de radicalement nouveau. Donc j'ai analysé les manifestes de plusieurs bateaux qui avaient donc fait cette traversée transatlantique avant-guerre, après-guerre, à différents moments de l'après-guerre. J'ai aussi comparé les réponses des passagers arméniens avec celles des Grecs d'Asie mineure, qui étaient eux aussi l'autre grande minorité ottomane persécutée par les jeunes Turcs, et puis donc très présents, les Grecs d'Asie mineure, sur ces bateaux partis du Pirée. Et bon, tout ça pour observer, donc, avant-guerre, une migration pionnière, composée d'hommes surtout, d'hommes qui étaient soit mariés, et dans ce cas, avant-guerre, ils donnaient le nom de leur épouse comme personne de référence au pays. Et donc, en général, leur épouse, elle était dans le lieu qui correspondait aussi au lieu de naissance. Enfin, il y avait une sorte de continuité, de régularité en dépit de la migration. Et puis les célibataires donnaient le nom de leur père ou bien celui de leur mère. Et puis donc, toujours reliés à la localité d'origine. Donc soit par un ascendant direct, soit par le lien conjugal. Et donc ça, c'est les traits vraiment d'une migration très classique, plutôt masculine, conçue pour renforcer le groupe familial selon un principe de partage des ressources dans la distance. Et notamment, ça prend la forme des remises d'argent, de dollars, les dollarci, et puis où ça prend aussi la forme des parents qu'on fait venir, un jeune frère, un neveu, donc tout ça, les archives américaines le documentent très bien et permettent de suivre encore des liens, des continuités. Alors, c'est face justement à ces continuités que cette béance du nobody m'est apparue beaucoup plus nettement comme un marqueur de la destruction des communautés arméniennes. Leurs membres, les membres des familles ne sont pas nécessairement morts, mais à tout le moins, ils ne sont plus là, dans les localités d'origine, dans les espaces identifiés sur la longue durée comme les territoires historiques des Arméniens. Et on voit bien que ça vient d'un coup. Et d'autre part, quand une relation demeure au pays, donc quand ils sont capables de dire oui, il y a encore quelqu'un, un père ou une mère, elle est cette relation à Constantinople, donc en dehors des provinces d'origine. Et puis d'ailleurs, il s'agit moins d'un père ou d'une épouse ou d'une mère que d'un ami, friend, ou de parents collatéraux, une sœur, un oncle. Et ça va jusqu'au 4e degré du cousinage. On est beaucoup plus loin
dans la parentèle. Et donc, je passe, mais c'est ainsi que Ellis Island s'est changé en point de rencontre avec le crime perpétré contre les Arméniens pendant la guerre. Et quelques années plus tard, eh bien, c'est fini. C'est-à-dire qu'à New York arrivent des Arméniens qui ne sont partis non plus de Turquie, parce que ça fait un moment qu'ils n'y sont plus, mais d'Italie ou de France. Et par exemple, c'est à Marseille qu'ils situent leur dernier lieu de résidence. Et donc là, ils disent avoir un ami, une fille, un frère. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à mesure que les Arméniens se déplacent, qu'ils circulent au sein d'un vaste espace communautaire qu'on désigne par le terme de diaspora, qui peut faire penser à une sorte d'archipel, eh bien la mention nobody s'efface, parce qu'elle disparaît comme a disparu la Turquie avec l'interdit du retour. Et donc le pays d'origine sort du champ des possibles et il sort du champ des réponses. Voilà, alors pour conclure, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de grande déclaration ici, pas de grand témoignage, mais un mot, 2 mots, requis par les contrôles à la frontière, cousin, friend, nobody. Et ces mots rendent visible justement l'absence de toutes les mother, father, wife qui figuraient sur les listes d'avant-guerre. En sorte qu'une documentation qui n'est pas conçue du tout au départ pour attester le génocide, mais pour contrôler les états civils, les mobilités des personnes, eh bien cette documentation fait apparaître le génocide dans un écart à la norme, où elle le fait apparaître de façon oblique, comme on dit, indiciaire, avec des petits indices en deçà des mots parfois, mais néanmoins de façon souvent implacable. Voilà, je vous remercie de votre attention.